la bulle bleue de clavardage dans le coin en bas à droite de votre écran. Merci et bonne JASP à toutes et à tous. Je cède maintenant la parole à la Dr Drouin. Alors, bonjour à tous. On a pris quelques minutes de retard, donc je vais quand même y aller plus rondement pour le mot d'ouverture. Bienvenue à cette deuxième journée des journées annuelles, de cette 24e édition des Journées annuelles de santé publique. J'espère que ceux qui étaient là avec nous hier se sont enrichis des journées qui leur ont été offertes. Et bienvenue aux nouveaux participants qui sont avec nous pour une première journée et ceux qui sont sur YouTube et Facebook. Je me présente Mylène Drouin, je suis la présidente du comité organisateur des JASP et aussi directrice de santé publique pour la région de Montréal. Avant de débuter, je souhaite ouvrir cette journée par un mot de reconnaissance du territoire autochtone ancestral. Nous habitons dans différents endroits à travers le Québec et le Canada. Les journées annuelles de santé publique se tiennent ainsi sur les territoires traditionnels des 11 nations autochtones du Québec. Ainsi, nous aimerions rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'arrivée des Européens et autres vagues d'immigrants, ont interagi les uns avec les autres sur le territoire du Québec. Nous tenons à faire cette mention comme marque d'honneur et de respect envers les peuples autochtones, ainsi avec qui nous partageons le territoire traditionnel non cédé et comme premier geste de dialogue dans le nécessaire chemin de la réconciliation. Cette 24e édition, j'en ai parlé un petit peu hier, il y a un thème qui s'est imposé à nous qui était celui de l'interconnexion, des liens, du travailler ensemble. On l'a un petit peu abordé hier sous 3 angles. L'angle, évidemment, de ce travail en partenariat, du mélange de nos champs pratiques face à la pandémie des derniers 20 mois. L'angle aussi du maillage des savoirs de différentes disciplines, donc ces différentes disciplines que sont les sciences sociales, l'épidémiologie, mais aussi l'éthique, pour n'en citer que quelques-unes. Et évidemment, cette interconnexion entre humains qui était essentielle et Dieu sait qu'on a hâte de se voir tous en personne, de se toucher, de se parler, même dans les corridors des JASP. Ça va l'an prochain, on vous le garantit. Mais cette interconnexion humaine où on a vu que la solidarité et l'entraide étaient centrales à la fois pour faire face à cette pandémie collectivement, mais aussi dans le rétablissement de nos communautés. Et je pense qu'hier, à la fois, la brochette de journées qui était offerte ont pu exposer tous ces thèmes sous différentes facettes. Pour ma part, évidemment, on a eu la plénière de Theresa Tam qui a souligné le leadership du Québec face à la gestion de la pandémie, qui nous a parlé évidemment de l'exacerbation des inégalités par la pandémie, de ces enjeux de stigmatisation, de désinformation qui ont émergé durant les dernières années et comment, comme réseau de santé publique, on doit se moderniser et rehausser nos capacités pour faire face à des futurs défis. S'il y en a qui veulent regarder, évidemment, cette plénière est encore disponible sur Facebook et YouTube. Nous avons aussi, moi j'ai eu la chance de participer évidemment à la journée sur la stigmatisation où on a eu des nouveaux cadres, donc entre autres l'intersectionnalité des stigmas, le cadre éthique pour regarder la stigmatisation qui nous amène vraiment à intégrer de nouveaux cadres d'analyse dans nos façons de regarder les déterminants sociaux de la santé, mais aussi toute cette interconnexion. Et j'ai participé aussi hier à la journée qui amenait un petit peu ce regard de la contribution de la recherche à la pandémie. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette recherche sur différents thèmes, allant chercher évidemment différentes disciplines et expertises. Donc, on a eu évidemment Marc Brisson avec la modélisation, Dr Gaston Dessert qui a été au cœur de plusieurs recherches et différents chercheurs des sciences sociales qui nous ont amenés à jeter un regard sur la gestion de la pandémie et nos stratégies de communication et d'engagement de la population. Donc, vraiment, c'était très riche et j'espère qu'aujourd'hui, les prochaines journées vont aussi vous enrichir. Je tiens à remercier évidemment là, les comités scientifiques et les personnes, les responsables d'événements et les 140 conférenciers qui prendront la parole au cours des prochains jours. Et je tiens aussi à remercier évidemment l'équipe des JASP, l'équipe de l'Institut derrière tout ça. Faire une formule des JASP en ligne, vous le voyez, ça présente plusieurs défis. Je pense qu'on essaie d'avoir une formule qui nous amène aussi
à être en interaction dans ce maillage des savoirs. Je tiens à souligner l'implication des partenaires du consortium qui sont là depuis de nombreuses années. Les CIUS et plus spécifiquement les directions de santé publique des centres intégrés de santé et services sociaux, l'Institut national de santé publique, l'Institut de la statistique du Québec, le ministère de la Santé et Services sociaux, l'Association pour la santé publique du Québec, l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec. Et je souhaite aussi souligner la contribution, évidemment, de l'Agence de santé publique du Canada à cette édition, à cette 24e édition. Avant de vous quitter et de céder la parole à Dr Perron, je souhaite quand même faire un clin d'œil à la préparation de la 25e édition parce que c'est quand même certaines personnes vont probablement nous quitter aujourd'hui et ne seront peut-être pas à la séance de clôture demain. Mais j'annonce quand même que la séance de clôture sera avec Dr Arruda, donc on vous invite à vous y joindre. Nous sommes déjà en train de préparer cette 25e édition qu'on appelle une édition anniversaire, une édition célébration. Ça va être la première fois depuis la pandémie, probablement qu'on va avoir un grand événement du réseau de santé publique du Québec. Et on veut que ce soit un événement évidemment festif, mais aussi un événement de formation et de réseautage de notre réseau. Je pense que plus que jamais, et ce sera évidemment en présentiel avec des formes hybrides là, pour permettre une plus grande accessibilité à ces séances. Cette 25e édition, on souhaite évidemment la mettre sur un thème bien particulier. On l'a vu, la santé publique, l'expertise de santé publique a été mise en lumière et en contribution plus que jamais face à la gestion de la pandémie. Mais on a d'autres crises sanitaires qui sont à nos portes, celle évidemment des changements climatiques. Donc, on souhaite évidemment, l'appel de proposition qui est déjà lancé jusqu'au 25 janvier invite évidemment tous les secteurs et les champs de pratique de la santé publique à déposer des propositions dans une perspective des leçons apprises de la COVID, mais aussi comment on se projette dans la gestion future des prochaines crises sanitaires majeures et comment on peut imaginer collectivement la santé publique de demain qui se renouvelle à travers évidemment les connaissances et les nouvelles pratiques. Donc, j'invite vraiment les gens de santé au travail, de maladies infectieuses, de prévention, promotion, de santé environnementale, bien sûr, de surveillance et évidemment, tous les pratiques connexes, que ce soit la communication, la gouvernance et la gestion, à réfléchir et nous soumettre des propositions intéressantes. Ça peut être des propositions complètes ou si vous avez tout simplement une intention, on est ouvert évidemment à recevoir là, des lettres d'intention et on pourra vous aider à construire votre journée. Merci. Alors, je cède la parole à Dr Perron et je vous souhaite une belle journée de JAS. Merci beaucoup, Dr Drouin. Je réitère, les 25e qui arrivent, c'est vraiment important de participer. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. On est déjà à la deuxième journée des JAS. Comme vous savez, un événement qui essaie d'outiller les acteurs en santé publique avec des activités de formation continue. L'édition 2021 à date ne fait pas exception. Hier, c'était des journées très, très, très intéressantes. Aujourd'hui, je suis certain que ça va être la même chose. L'édition a été préparée dans des conditions exceptionnelles, comme vous savez, pour tous et toutes. Mais on est quand même heureux de vous proposer une programmation stimulante. Il reste encore 2 journées. Il y a encore de nombreux sujets sur ces 2 jours-là. La pandémie, encore une fois, comme vous savez, a été particulièrement éprouvante pour les équipes de santé publique. C'est pour ça que je tiens vraiment à remercier les responsables d'activités scientifiques et leurs comités qui ont pris le temps de proposer des journées, malgré un horaire très chargé. Pour ces journées-là, il y a eu vraiment un apport très important de nos partenaires de l'Institut de la statistique du Québec, de l'Agence de santé publique du Canada et de l'Association de santé publique du Québec. Ils ont vraiment fortement contribué aux journées thématiques des JASM 2021, donc vraiment merci. Puis encore une fois, sans la contribution de toute la communauté, les JAS n'auraient pas lieu. Fait que les JAS, c'est nous, en fait. J'aimerais vraiment remercier particulièrement le comité scientifique. Il y a eu beaucoup de contraintes reliées à la pandémie, mais le comité a toujours été très présent et très uni. Honnêtement, la collaboration avec un tel comité, c'est vraiment très enrichissant. Puis, ça permet aussi de rendre la programmation vraiment pertinente avec les commentaires tout à fait judicieux. J'aimerais quand même, encore une fois, remercier particulièrement notre, entre parenthèses, conseillère stratégique Madeleina Burtante. Honnêtement, son apport, sa contribution a été centrale à cette édition des JAS.
Madalina, comme plusieurs autres personnes que vous voyez ici, comme Aurel et autres, c'est des travailleurs de l'ombre habituellement, mais sans des personnes comme elle et eux, les JAS ne seraient pas possibles aujourd'hui. Fait que c'est vraiment important de les remercier. Merci également à Mylène et aux membres du comité organisateur des JAS. On a vraiment eu du plaisir à collaborer ensemble, les deux comités, tout au long de l'année de la préparation de cette édition. Ça a vraiment fait du bien. C'était comme une bulle de plaisir à l'extérieur de tout le reste là, qui faisait en sorte qu'on se retrouve ensemble avec beaucoup de sourires. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment apprécié. Sur un autre ordre d'idée, j'aimerais souligner qu'en plus des activités thématiques accréditées, vous pouvez aussi profiter pendant les 3 jours, en fait les 2 jours qui restent, des activités en marge. Aujourd'hui, de midi à 14 heures, vous pourrez visiter les communications affichées, échanger avec les auteurs et autrices présents dans un espace dédié. Je vous encourage vraiment à y aller. Hier, c'était peut-être l'activité où les gens étaient le plus délaissés, fait que ne vous gênez pas. Aussi, j'aimerais, là, vous les voyez devant vous, la page où vous pouvez aller, puis justement, vous voyez aussi les horaires, les disponibilités pour échanger avec les auteurs des affiches. Aurel les pointe bien. Fait que c'est encore une fois, je vous encourage fortement à y aller. Fait que, comme vous voyez, c'est ça. Fait que vous pouvez directement voir les affiches, les lire et par la suite aller parler aux personnes. Je vais aussi souligner le fait qu'il y a eu des gagnants. On a déjà déclaré des gagnants aux communications. Il y a la catégorie Nouvelles connaissances, le prix du jury, c'est les jeunes Québécois et les écrans perception parentale. Mais il y a aussi une mention spéciale, utilisation, effets de l'information consultée sur le site web Naître et grandir par des mères ayant un faible statut socio-économique. Il y a aussi une catégorie pratique inspirante. Puis le prix du jury, c'est recherche-action sur les nouvelles réalités socio-sexuelles des jeunes, formation et outils didactiques, excusez-moi. Il y a mention spéciale, Atlas interactif de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas climatiques. Donc, c'est ça. Donc, aussi, honnêtement, bravo et gagnant, félicitations pour la qualité de votre travail, la capacité de vulgarisation, l'innovation et la rigueur scientifique. Je reviens à la charge. N'hésitez pas à consulter ces affiches. Donc, toujours entre midi et 14 heures, il y a des représentants d'organismes forts en santé publique qui vous attendent dans le salon des exposants. Donc, vous avez justement sur l'onglet Salon des exposants, vous avez les différentes organisations. Vous pouvez cliquer sur les détails. Vous avez les membres. Fait que vous pouvez discuter en direct. Je vous encourage fortement à le faire. Aujourd'hui, encore une fois, ça va être la relève de 5 à 6, de 17h à 18h. Hier, j'ai assisté, il y a eu une bonne participation, c'était vraiment très intéressant. C'est vraiment inspirant, c'est bien fait, c'est des petites capsules vidéo que les exposants présentent et ensuite discutent avec les gens de la salle. Non seulement on a une super belle relève, hier, tout le monde a été vraiment d'accord pour la qualité des exposants, mais les discussions par la suite sont relevées, fait que je vous invite vraiment à y aller. À l'écran, vous allez voir les déclarations de conflit d'intérêts. Aurel, si tu peux les afficher. Donc c'est ça à l'écran. Merci. Conflit d'intérêt potentiel des membres du comité organisateur et scientifique et de la conférencière invitée. C'est une exigence qu'on les présente en fait pour que les gens soient accrédités. Et je reviens pour un dernier clin d'œil. L'appel de proposition pour l'édition
2022. Si on retourne, si vous allez dans la page principale, vous voyez que l'appel de proposition de l'édition 2022 est déjà ouvert. Puis, tout participant intéressé devrait soumettre leur projet avant le 25 janvier 2021. On vous encourage fortement à le faire. Et maintenant, durant la pandémie, probablement qu'une grande majorité d'entre vous a été au courant, la loi sur la santé et sécurité au travail a été grandement modifiée et les responsabilités, entre autres, des directions de santé publique ont été grandement rehaussées. Avec cette perspective, la formation en santé au travail et, entre autres, les enjeux légaux en lien avec les conditions de travail sont particulièrement pertinents. C'est dans ce contexte que nous avons vraiment le plaisir d'inviter notre prochaine conférencière, Maître Dalia Gesualdi-Fecteau. Maître Gesualdi-Fecteau est membre du barreau du Québec, professeur de la Faculté de sciences politiques et de droit de l'Université du Québec à Montréal et chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Elle est également titulaire de la chaire de la recherche stratégique sur l'effectivité du droit du travail. De 2005 à 2012, Mme Gesualdi-Fecteau a pratiqué le droit du travail à la Direction générale des affaires juridiques de la Commission des normes du travail, aujourd'hui la CNSST. En 2019, elle a siégé au comité d'experts sur les normes du travail fédéral moderne mis en place par la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du travail. Elle s'intéresse aux implications que les formes d'emploi émergentes et l'organisation du travail ont sur l'effectivité du droit du travail. Ces récentes recherches portent notamment sur la réalité des travailleurs et des travailleuses à statut précaire, sur le rôle des institutions chargées de la mise en œuvre du droit du travail, ainsi que sur l'encadrement du temps du travail. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Je vous passe la parole, Maître Gesualdi-Fecteau. Bonjour tout le monde, ça me fait un énorme plaisir d'être ici aujourd'hui, un énorme honneur de prendre la parole aujourd'hui. Dans ces derniers mois, on a pu prendre la pleine mesure de l'importance sociétale de la santé publique en tant que discipline, donc vraiment un énorme plaisir et je remercie le comité organisateur de m'avoir invité. Je veux aussi remercier le travail des interprètes qui vont nous permettre aujourd'hui de travailler, de réfléchir dans 2 langues. Un énorme merci. Alors, écoutez, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une vérité de la palisse pour plusieurs d'entre vous, certainement. Le travail s'est transformé au cours des dernières années pour le meilleur et parfois, malheureusement, souvent pour le pire. Et la question que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous, c'est comment et à quel point le droit du travail, dont la fonction principale est de protéger les travailleurs et les travailleuses, parvient effectivement à réaliser sa fonction de protection auprès de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Donc, j'ai un petit PowerPoint à partager avec vous. Voilà, un petit instant, je vais le lancer. Voilà. Donc, peut-être pour commencer, pour introduire la présentation, faire un petit arrêt sur image. Quand on parle de droit du travail ou de régulation juridique du travail, de quoi parle-t-on exactement? Évidemment, on fait automatiquement référence aux lois du travail, la loi sur la santé et sécurité du travail, la loi sur les normes du travail, à certains égards, la charte des droits et libertés de la personne. Mais il ne faut pas oublier que la régulation juridique du travail, ce sont aussi les conventions collectives et les contrats individuels de travail qui sont négociés entre les parties, donc le syndicat, l'employeur ou la personne salariée et l'employeur. Au Québec, si on prend le secteur, la combinaison du secteur privé et du secteur public, on a une moyenne de 39% des travailleurs et des travailleuses qui sont syndiqués. C'est un peu au-delà de la moyenne canadienne qui se situe à 30%. Qui est visé par le droit du travail, donc les protections mises de l'avant par le droit du travail? Bien, ce qui est complexe et à la fois intéressant, mais surtout complexe en droit du travail, c'est que si on prend l'exemple des lois du travail, pour savoir concrètement qui est visé par ces protections-là, il faut regarder le champ d'application, donc la définition de travailleur ou de salarié dans chacune des lois du travail. Et l'autre particularité du droit du travail, c'est qu'on vient réguler une relation bilatérale entre une personne salariée, entre un travailleur et un employeur unique. On va voir, face aux nouvelles configurations de l'entreprise, ça peut porter certains défis. Quand on pense à la mise en œuvre du travail, comment le droit du travail donc, est effectivement implémenté ou mis en œuvre, bien évidemment, en milieu syndiqué, on ne peut pas faire fi du rôle incontournable de l'acteur syndical
qui a un rôle en termes de dialogue social, autant au plan de la négociation des conditions de travail que de la mise en œuvre quand il y a effectivement une problématique qui émerge en tant que mise en œuvre des droits. Ceci étant dit, il y a un rôle incontournable, important et fondamental, et je pense que ça aussi, le grand public en a pris la pleine mesure avec la pandémie, de notre inspectorat du travail au Québec, en l'institution qui est la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité du travail, qui joue un rôle en milieu, évidemment, syndiqué et non syndiqué, mais qui est fondamental en milieu non syndiqué parce que c'est le rempart, finalement, pour assurer une mise en œuvre des droits. Alors, évidemment, je ne vous apprends rien. Le thème de votre colloque, c'est l'interconnexion. Bien, le droit du travail et les politiques publiques en matière d'emploi agissent évidemment sur certains déterminants sociaux de la santé. Pourquoi? Et c'est comme ça que je vous propose de réfléchir aujourd'hui. C'est que le droit, finalement, façonne vraiment concrètement les conditions de travail, mais surtout, je dirais, la nature et la portée des risques sociaux avec lesquels les travailleurs et les travailleuses composent. Et quand je parle de risques sociaux ici, je veux qu'on soit clair, il y a les risques en matière de santé, mais il y a aussi une pluralité de risques économiques avec lesquels les travailleurs et les travailleuses composent et que le droit du travail est susceptible d'intervenir à l'égard de ces risques-là. Donc, encore une fois, ici, l'idée, c'est de se dire, est-ce que le droit du travail est vraiment un rempart utile pour redresser les inégalités et agir sur la précarité? Alors, les mutations du travail s'accélèrent, les changements dans l'organisation du travail s'accélèrent, je ne vous apprends certainement rien non plus, et ces mutations-là sont largement dues à l'interaction de trois phénomènes. Et je pense que c'est important de le rappeler pour comprendre un peu les causes, les fondements, les sources de ces mutations-là. Et ce sont trois phénomènes qui agissent de façon interactive. Dans un premier temps, il y a cette quête de flexibilité des entreprises qui veulent être de plus en plus concurrentielles et de plus en plus s'organiser autour d'une formule just in time. C'est vrai pour l'entreprise privée, mais on le voit aussi dans le secteur public, de plus en plus préoccupé dans les services publics par des données d'efficience et d'efficacité et qui amènent évidemment à une restructuration flexible de la façon qu'on organise le travail. Dans un deuxième temps, et ça non plus, on ne peut plus le nier, on constate la mise en place de structures qui sont très décentralisées, l'émergence d'une entreprise réseau qui s'organise de façon, oui, décentralisée par un paquet d'entités liées par des ententes contractuelles et parfois même qui se déploient de façon transnationale. Finalement, on ne peut pas non plus écarter l'importance de l'accélération des technologies de l'information et des communications et de comment ces technologies-là modifient la façon que le travail s'effectue. Qu'est-ce que l'interaction de ces trois phénomènes-là amène? Bien, c'est qu'on constate, et ça, peut-être je ne vous apprends rien non plus, mais c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, une multiplication des formes d'emploi que l'on qualifie de non traditionnelles. Pourquoi non traditionnelles? Parce qu'on oppose les formes d'emploi que sont le travail d'agence, par exemple, les travailleurs et travailleuses dont le statut migratoire est précaire, les travailleurs et travailleuses autonomes, les travailleurs et travailleuses qui ont des contrats sans garantie d'heure, ce qu'on appelle en anglais un zero-hour contract. C'est quoi un zero-hour contract? C'est un contrat où on est embauché par un employeur, mais l'employeur ne nous garantit aucun minimum d'heures par semaine, ce qui a pour conséquence pour ces personnes-là de devoir souvent cumuler une pluralité d'emplois pour arriver à une certaine sécurité économique avec les problèmes que cela entraîne en termes de conjugaison des horaires et de conciliation travail-famille. Je vais y revenir. Mais pourquoi ces formes d'emploi sont considérées comme étant non traditionnelles? Parce qu'on oppose ces formes d'emploi-là à la forme d'emploi bilatérale, traditionnelle, où un travailleur, une travailleuse est lié à son employeur avec un contrat à durée déterminée, une sécurité d'emploi et souvent de la protection sociale, des assurances, des régimes de retraite qui viennent avec ça. Donc, cette forme d'emploi traditionnelle qu'on appelle aussi le golden standard est de plus en plus mise à mal par l'émergence de nouvelles formes d'emploi et on va y revenir tantôt où le droit du travail est plus ou moins adapté, où il y a une inadéquation structurelle du droit du travail pour protéger les travailleurs et les travailleuses dans ces formes d'emploi-là. Ceci étant dit, et je le souligne, et pour moi, c'est fondamental, surtout compte tenu du public à qui je m'adresse, les acteurs en santé publique, les mutations de l'organisation du travail se répercutent aussi sur les personnes qui occupent une forme d'emploi dite traditionnelle, donc qui sont vraiment dans ce qu'on appelle le golden standard de la forme d'emploi.
et notamment en matière de durée du travail. Et là, évidemment, il y a deux phénomènes que l'on constate pour les personnes qui sont à l'emploi avec un contrat de durée indéterminée, avec un horaire prévisible, un horaire régulier. On constate une intensification du travail, une augmentation des tâches à réaliser dans de moins en moins de temps, mais aussi une extensification du travail, c'est-à-dire une augmentation du temps consacré au travail. Et je vais y revenir. Il y a des implications importantes en matière de santé, de la superposition des phénomènes d'intensification et d'extensification du travail. C'est quoi les conséquences de ça? Et je veux vraiment réfléchir à ça avec vous à l'aune de 3 exemples très concrets. Bien, c'est qu'il y a certains travailleurs et travailleuses qui sont théoriquement tout à fait protégés par le droit du travail. Formellement, rien ne les exclut de les protections du droit du travail. Mais le problème, c'est l'enjeu justement à un accès effectif. C'est quand ils souhaitent mobiliser le droit, quand ils souhaitent mobiliser les protections, ils ne parviennent pas toujours à être finalement adéquatement protégés par le droit. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que pour une série de travailleurs et travailleuses, on peut penser par exemple aux travailleurs et travailleuses autonomes, sont repoussés dans les câbles du droit du travail parce qu'ils ne sont pas considérés comme des salariés ou des travailleurs au sens des lois du travail et vont donc avoir une protection beaucoup moindre et à ce moment-là, s'exposer à différents risques sociaux. Alors, comme je vous le disais, pour réfléchir à l'inadéquation structurelle du droit du travail vis-à-vis des mutations du travail, je pense que l'idéal, c'est de vous présenter quelques exemples pour illustrer concrètement mon propos. Et le premier exemple dont je veux vous parler, évidemment, ce n'est pas étranger, mon exemple avec ce qui s'est passé dans les derniers mois, la pandémie, on en a beaucoup entendu parler. C'est le personnel d'agence, donc les personnes qui sont employées par une agence de placement de personnel pour travailler dans une entreprise cliente, dans un milieu de travail. Évidemment, ce milieu de travail-là peut être appelé à changer à chaque jour, à chaque semaine ou à différentes périodes. Important de souligner que le Québec a été quand même, à travers le Canada, presque bon dernier à réguler les activités des agences de placement de personnel, alors qu'en 2018, la loi sur les normes du travail a été modifiée pour encadrer les activités des agences et l'encadrement des agences est entré en vigueur en 2020 avec l'entrée en vigueur du règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement des travailleurs étrangers temporaires. Alors, évidemment, il faut souligner cet encadrement-là, il faut souligner l'avancée que constitue cet encadrement-là qui permet, disons, 2 choses, plusieurs normes là, pour l'encadrement des agences, mais je veux souligner 2 points. D'abord, on reconnaît une solidarité, qu'il y aura une responsabilité conjointe entre l'entreprise cliente et l'agence en cas de non-paiement de salaire au personnel d'agence. Donc, par exemple, si l'agence ferme ses portes, disparaît, ce sera l'entreprise cliente qui sera responsable. Et dans un deuxième temps, l'obligation pour l'agence d'obtenir un permis pour conduire ses opérations. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce permis-là, et ça, c'est quand même une avancée importante de la réglementation québécoise, c'est qu'il y a une caution qui doit être versée par l'agence, une caution de 15 000 $ qui pourra être utilisée si jamais l'agence fait défaut, par exemple, de payer le salaire ou encore une indemnité de vacances à ses travailleurs et travailleuses. Donc, c'est important de souligner l'avancée que constitue cet encadrement-là, mais il n'en demeure pas moins que plusieurs problèmes persistent. Et je pense que la pandémie de COVID-19 a donné raison à celles et ceux qui estiment que des problèmes persistent parce qu'on a encore des déficits de protection. Pourquoi? Bien, parce que d'une part, je vous le souligne, et c'est important de le comprendre dans cette architecture du droit du travail, la loi qui a été modifiée, c'est la loi sur les normes du travail. Or, dans la loi sur la santé et sécurité du travail, qui vient de faire l'objet d'une importante révision, d'une importante réforme qui a été adoptée il n'y a pas longtemps, on n'encadre pas spécifiquement les rôles et responsabilités en matière de prévention des risques de l'agence et de l'entreprise cliente, donc de cette entreprise qui utilise les services des travailleurs et travailleuses d'agence. Certainement, dans des débats de juristes, on pourra dire que ce partage de responsabilités-là ou qui est responsable en matière de prévention des risques a fait l'objet de décisions de tribunaux, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un problème d'intelligibilité au moment où on se parle, à savoir qui est responsable de la formation,
qui est responsable de fournir l'équipement de protection individuelle? Il y a encore un important flou autour de ces questions-là qui persiste au moment où on se parle et qui a exposé durant la COVID-19 les travailleurs et travailleuses d'agence à d'importants risques de santé. Donc, la récente réforme du régime de santé et sécurité du travail n'adresse pas cette question-là de façon frontale et il va demeurer un flou, il va demeurer des enjeux d'intelligibilité en matière d'encadrement, d'externalisation des risques, où l'entreprise cliente, finalement, en quelque sorte, externalise ses risques vers l'agence de placement de personnel. L'autre enjeu important, et ça, c'est une question de sécurité économique pour les travailleurs et les travailleuses d'agence, c'est la question de la prévisibilité des affectations. Alors, tout ce que la loi sur les normes du travail prévoit depuis 2018, pas seulement pour les travailleurs et travailleuses d'agence, c'est qu'un salarié ou une salariée peut refuser son affectation si on lui donne moins de 5 jours avant l'affectation. Quel est le problème avec cette formulation? C'est que des personnes qui composent avec des enjeux de sécurité économique ne seront pas à même de refuser des affectations parce que ça va faire en sorte, concrètement, qu'ils vont perdre du salaire. Donc, cette dynamique d'intégrer un droit de refus transfère le fardeau, transfère la responsabilité sur les salariés d'assurer la prévisibilité de leurs affectations, alors que, et je vais le voir plus tard aussi, d'autres juridictions, d'autres États ont choisi, par exemple, d'imposer plutôt à l'employeur une obligation de donner l'horaire un certain nombre de jours d'avance. Ça semble ténu comme différence, mais c'est important sur le plan justement de l'effectivité de la norme et de la prévisibilité des affectations. Pourquoi? Parce qu'au moment où on se parle, c'est le travailleur d'agence qui va devoir refuser, par exemple, s'il y a un conflit en matière de travail-famille ou encore de conflit avec une autre affectation, parce qu'on sait que ces travailleurs et ces travailleuses-là, souvent, doivent avoir une multitude d'emplois pour parvenir à un salaire minimalement décent. Alors, évidemment, là, je vous expose les problèmes, je vous expose les lacunes, mais je pense que c'est important de voir qu'il y a peut-être des solutions et qu'on a juste à faire un petit tour à l'extérieur de notre jardin pour constater assez rapidement que des solutions existent et qu'elles ont été mises de l'avant dans d'autres législatures. Et je vais vous donner 3 exemples, et ce n'est pas anodin, c'est 3 exemples américains qui viennent de législatures américaines, soit étatiques ou fédérales. Et souvent, on estime qu'on se compare avantageusement au système de relations de travail américain. C'est souvent vrai pour bien des choses, mais ici, il y a quand même des inspirations à prendre de certaines législations américaines et je vais vous donner 3 exemples. D'abord, ce qu'on a appelé le HERO Act dans l'État de New York, le New York Health and Essential Rights Act, qui est entré en vigueur en mai dernier et qui a pour seul objectif, c'est vraiment une législation qui fait suite à la pandémie, de prévenir les maladies infectieuses aéroportées. Et là, ce qu'on impose dans cette loi-là, c'est que l'ensemble des entreprises, il y a des exceptions, je ne peux pas m'étendre là-dessus, certaines exceptions sont problématiques, mais la vaste majorité des entreprises qui opèrent dans l'État de New York doivent mettre en place un programme de prévention des maladies infectieuses aéroportées, d'identifier les personnes responsables de son implémentation, de prévoir l'accessibilité de tests de dépistage, de mettre en place des mesures de distanciation physique, évidemment l'accès à l'équipement de protection individuelle et de nommer explicitement les mesures, par exemple, de nettoyage et de désinfection. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on force les entreprises qui n'en ont pas d'avoir un comité de santé et sécurité pour justement adresser ces questions-là. Mais non seulement ça, cette législation-là ne s'applique pas seulement aux personnes qui ont un statut de salarié, mais aussi à tous les contractants, travailleurs autonomes, notamment celles et ceux de la gig économie, donc celles et ceux qui travaillent, par exemple, via des plateformes numériques dont on a quand même connu aussi un essor important durant la pandémie. Deuxième exemple dont je veux vous parler, c'est l'exemple de la loi de l'État de Washington qui est entrée en vigueur en juillet dernier et qui porte spécifiquement sur les agences de placement de personnel. Bien, cette loi-là est assez intéressante dans son détail parce que justement, on prévoit les responsabilités conjointes ou les responsabilités que doivent assumer d'une part l'agence de placement de personnel, mais d'autre part l'entreprise cliente
notamment en matière de formation initiale qui incombe à l'agence de placement de personnel, mais ensuite le suivi de cette formation-là, une fois que le travailleur et la travailleuse sont sur place, suivi qui doit être assuré par l'entreprise cliente. Donc, quand même, là aussi, quelque chose d'intéressant en termes de partage des responsabilités, en termes de prévention des risques. Et finalement, je veux quand même le souligner, un projet de loi du gouvernement fédéral aux États-Unis. Et là, vraiment, il n'est pas encore adopté, il est encore en travaux parlementaires, mais il y a évidemment un important effet si cette loi-là devait être adoptée, parce que si une loi fédérale aux États-Unis est adoptée, elle s'applique à l'ensemble des États. Et là, vraiment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ajoute dans cette loi-là le droit pour les travailleurs et travailleuses d'agence de recevoir leur affectation 48 heures d'avance. Et essentiellement, cette loi-là reprend le modèle de l'État de Washington en termes de partage des responsabilités sur la prévention des risques. Donc, le message ici, je pense qu'il faut retenir, c'est en 2018 au Québec, on a bien avancé avec l'encadrement des agences. On a fait un excellent pas dans la bonne direction, un pas qui était attendu depuis longtemps, un pas certainement qui, à certains égards, veille à la sécurité économique ou à protéger mieux les risques économiques avec lesquels les travailleurs et travailleuses d'agence composent, notamment en assurant le paiement du salaire, peu importe la fin des activités, par exemple, d'une agence. Mais la question demeure entière sur le plan de la protection des risques de santé avec lesquels les travailleurs et travailleuses composent. Il y a encore là, à mon humble avis, du travail à faire sur le plan notamment législatif. Le deuxième exemple dont je veux vous parler, c'est un exemple qui me tient énormément à cœur, sur lequel je travaille depuis fort longtemps, c'est la question des travailleurs et travailleuses dont le statut migratoire est précaire. Bon, de qui parle-t-on quand on parle de statut migratoire précaire? On parle évidemment des travailleurs qui viennent par le biais de programmes de travail étranger temporaire. On a beaucoup parlé dans les dernières années des travailleurs agricoles, mais on parle aussi de personnes qui viennent à travers d'autres programmes maintenant, et notamment le programme de la mobilité internationale, qui est un énorme programme de migration temporaire, 2.0, je dirais, et qui permet l'arrivée de différentes catégories de travailleurs et travailleuses dans le marché du travail canadien, avec des conditions qui sont très différentes, très variées d'un programme à l'autre. Il faut aussi souligner les personnes qui ont un permis d'études et qui, depuis quelques années, peuvent travailler dans le marché du travail et non seulement au sein de l'institution d'enseignement. Et finalement, il faut aussi souligner, parce que c'est sans doute le groupe de travailleurs qui compose avec le plus grand nombre de facteurs structuraux de vulnérabilité, celles et ceux qui n'ont pas de statut régularisé pour différentes raisons. Pourquoi travaille-t-on sans avoir un permis de travail? Il y a différentes raisons qui expliquent ça. Je ne pourrais pas m'attarder à ça aujourd'hui, mais certainement, ces personnes-là se retrouvent face à d'importants risques parce qu'ils sont privés d'accès notamment à différentes institutions publiques et souvent aux soins de santé, par exemple. Donc, ici, ce qui est important de comprendre pour ces travailleurs et ces travailleuses-là, c'est que la nature de leurs conditions de travail, l'encadrement de leurs conditions de travail découle, oui, certainement du droit du travail, mais d'une interface importante entre les règles du droit du travail et les règles du droit de l'immigration qui cadrent à travers l'octroi d'un permis de travail et d'autres conditions, les conditions en vertu desquelles ils vont pouvoir travailler en territoire québécois ou canadien. Donc, évidemment, une durée de séjour souvent limitée, une importante conditionnalité. Pourquoi? Parce que souvent, ces travailleurs et travailleuses-là vont avoir un permis de travail soit lié à un employeur ou lié à un certain secteur d'activité, mais surtout, et je vais y revenir tantôt, une grande proportion de ces travailleurs et travailleuses-là travaillent via un permis de travail temporaire et un permis de séjour temporaire dans l'espoir d'obtenir un statut permanent au Canada. Donc, ils se retrouvent, ces travailleurs et ces travailleuses-là, dans une situation de grande précarité. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire un arbitrage souvent entre les conditions posées par les règles en matière d'immigration, leurs droits au travail et finalement les stratégies qu'ils doivent déployer pour s'assurer d'être maintenus en poste, de continuer à travailler malgré souvent un isolement social, un isolement linguistique important avec lequel ils doivent composer. Bien, je pense que là aussi, il y a quand même un certain nombre de solutions et ces solutions-là, dans ce cas-ci, ne sont pas uniquement législatives, mais découlent aussi de
comment les acteurs et les institutions du travail se positionnent et assurent la mise en œuvre des droits. Et quand je parle du rôle incontournable des institutions du travail, bien, je pense ici surtout à deux grands acteurs, d'une part la Commission des normes d'équité de la santé et sécurité du travail, qui doivent s'assurer et faciliter les recours que pourraient faire ces travailleurs et ces travailleuses-là, mais surtout, je pense qu'il doit y avoir une réflexion sur les interventions proactives qui doivent être faites. Souvent, et c'est le cas dans la plupart des juridictions, le droit du travail est mis en œuvre sur la base de plaintes, sur la base de dénonciations, mais il y a lieu de réfléchir pour des groupes de travailleurs et travailleuses qui composent avec des facteurs structuraux de vulnérabilité, de comment, justement, peut-on s'assurer que la mise en œuvre soit davantage proactive, c'est-à-dire avec des programmes de surveillance qui vont aller faire enquête, inspecter des milieux de travail où on va retrouver ces travailleurs et ces travailleuses-là. Je vais aussi souligner quand même le rôle de l'acteur syndical. Il y a plusieurs milieux syndiqués où on va retrouver des personnes qui ont un statut migratoire précaire. Les acteurs syndicaux, parce qu'ils sont nombreux, parce que ce n'est pas un acteur, hein, c'est une institution qui est plurielle, l'acteur syndical. Évidemment, en sont à différents endroits en termes d'accompagnement de ces travailleurs et de ces travailleuses-là et des réalités, des dynamiques particulières avec lesquelles ils composent, mais il y a vraiment une attention particulière accordée à la réalité de ces travailleurs et de ces travailleuses-là pour que justement le rôle de l'action collective puisse aussi embrasser leur réalité. Alors, je pense qu'il y a aussi une question de coordination des interventions de surveillance. Alors, la CNSST, en tant qu'inspectorat du travail, a un rôle à jouer, mais il y a aussi un rôle qui est joué par les autorités fédérales qui assurent la mise en œuvre des programmes de migration temporaire, par exemple. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faudrait avoir une coordination et peut-être une détermination peut-être plus explicite du rôle et des fonctions de chaque entité pour pas que certaines questions tombent dans les limbes. Et je vais vous donner comme exemple, on en a beaucoup entendu parler dans les derniers mois, la question du logement. Alors, qui fait les inspections pour s'assurer que le logement de ces travailleurs et de ces travailleuses-là est salubre et adéquat? Alors, il faut s'assurer d'avoir une coordination pour éviter que ces travailleurs et travailleuses-là tombent dans les mailles du filet. Et finalement, je pense que c'est essentiel, il faut repenser, et ça, c'est urgent, aux règles qui encadrent l'accès à la résidence permanente, au statut permanent pour ces travailleurs et travailleuses-là. Dans les dernières années, on a mis en place au Québec le programme de l'expérience québécoise, mais il faut bien regarder les conditions de ces programmes-là. Il faut avoir travaillé pendant une durée de 24 à 36 mois à temps plein. Donc, quand même, il faut ne pas perdre son emploi, ne pas quitter son emploi. J'insiste là-dessus en termes de mise en œuvre des droits. Ça peut poser certains défis, mais surtout occuper des emplois qui sont classifiés comme étant, au niveau de la classification nationale des professions, comme étant relativement qualifiés ou ce qu'on peut aussi appeler à haut salaire. Donc, évidemment, ça prive un important groupe de travailleurs et de travailleuses de l'accès au programme de l'expérience québécoise, mais surtout, c'est le niveau de francisation qui est exigé et qui exclut de facto un bon nombre de travailleurs et de travailleuses. Je pense qu'il y a urgence de repenser à ces règles-là, surtout alors que l'on martèle un manque, une pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'il y a un peu un paradoxe à mettre ça de l'avant et à ne pas revoir les règles du programme de l'expérience québécoise. Le dernier exemple, et je vais faire ça rapidement parce que je pense que le temps file, c'est la question justement des mutations du travail et de son impact sur la durée du travail. Et là, ce qu'on constate, c'est autant une forme de mise en disponibilité permanente. Et là, l'exemple phare de ça, c'est de ce dont je vous parlais, les contrats sans garantie d'heure. Donc, le fait qu'on a un emploi, mais on ne sait pas quand on va travailler ni combien. Donc, on est toujours au bout de notre téléphone ou au bout de notre messagerie instantanée pour s'assurer qu'on pourrait peut-être avoir une affectation. Et à l'autre côté du spectre, et là, ça concerne les personnes qui ont un contrat de durée indéterminée, qui sont souvent dans une forme d'emploi traditionnelle, avec le télétravail, mais pas seulement, les phénomènes d'hyperconnectivité professionnelle où on est toujours branché, où on travaille à l'extérieur des heures normales de travail, où il n'y a plus de frontières entre le temps de travail et le temps hors travail, un important brouillage de ces frontières-là avec des implications importantes sur le plan de la santé mentale et physique et de la conciliation travail-famille, il va sans dire. Alors, ce qu'on constate, c'est que ces deux phénomènes-là, la mise en disponibilité permanente et l'hyperconnectivité professionnelle, au moment où on se parle,
le droit est inadéquat pour encadrer ces phénomènes-là. Ce qu'on constate, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, la loi sur la santé et sécurité du travail prévoit des règles en matière de prévention des risques, mais les normes dites techniques en matière de durée du travail, les droits au congé, les droits de refus, les vacances, sont dans la loi sur les normes du travail. Et souvent, on subsume les règles en matière de durée du travail comme étant une question de rémunération. Donc, de vraiment réfléchir dans un paradigme où l'ensemble des heures travaillées doivent être payées. Déjà là, on a des enjeux en matière de mise en disponibilité permanente. Quand je ne suis pas au travail, mais j'attends du travail, peut-être que l'employeur va m'appeler, peut-être qu'un collègue va m'interpeller. Est-ce que je suis au travail ou je suis hors travail? Est-ce que je dois être rémunérée ou pas? C'est une première question. Mais après, il y a toute la question de l'accès effectif à des congés, à des repos qui sont essentiels. Et là, je veux quand même rapidement vous souligner qu'on parle beaucoup de droit à la déconnexion. Je pense qu'il faut poser la question, est-ce que c'est une panacée? Est-ce que c'est la solution ultime pour régler le problème d'hyperconnectivité professionnelle? Je pose la question, je n'ai pas de réponse à vous fournir, mais je pense qu'il faut être prudent à ce que les législations de droit à la déconnexion ne deviennent pas des slogans et qu'on regarde comment la mise en œuvre du droit à la déconnexion se passe et que l'on ne soit pas en train de créer d'autres problèmes. Par exemple, si on coupe les réseaux, si on coupe les serveurs, comme on a fait certaines tentatives comme ça dans différentes entreprises, mais qu'on ne réfléchit pas à la quantité de travail et à la pression sur le travailleur ou la travailleuse, mais on va créer d'autres problèmes de santé parce que si je ne peux plus travailler le soir, mais que j'ai la même quantité de travail, comment vais-je pouvoir fournir ma prestation de travail adéquatement? Il y a une réflexion importante en matière d'organisation du travail ici à faire. Et le droit à la déconnexion doit justement encadrer l'organisation du travail et ne pas devenir seulement des mesures techniques qui ne vont pas adresser le cœur du problème. D'autres mesures, encore une fois, aux États-Unis, plusieurs États ont adopté ce qu'on appelle les Fair Work Weeks Act, où, par exemple, on a une meilleure prévisibilité, où l'affectation, justement, doit être transmise par l'employeur 14 jours à l'avance. Et si l'employeur change l'horaire de travail, doit payer finalement une prime aux travailleurs, aux travailleuses. Donc, rapidement, peut-être une conclusion. Je n'ai pas parlé des faux travailleurs autonomes et de l'augmentation du nombre de personnes qui sont considérées comme des travailleurs et travailleuses. Ces personnes-là sont dans les câbles du droit du travail, sont dans les marges du salariat. Il y a vraiment urgence d'accroître le faisceau des protections pour ces personnes-là. Je pense que c'est essentiel. Dans un deuxième temps, je pense aussi que de plus en plus, la pandémie de COVID-19 nous donne vraiment cette occasion-là de réfléchir à l'encadrement juridique du travail, mais vraiment sous le prisme des implications en termes de santé publique. Et finalement, et c'est un appel qu'on doit se faire collectivement aux acteurs de santé publique et aux acteurs du travail aussi, il faut vraiment réfléchir à l'inadéquation structurelle du droit du travail en s'assurant de désagréger les données pour savoir quel impact sur qui, quel risque compose, qui compose avec ces risques-là et de faire une analyse croisée entre justement cette discipline qu'est la santé publique et cette discipline qui est la régulation juridique du travail et le droit du travail. Donc, je vous remercie infiniment et ça va me faire plaisir de prendre des questions et des réponses. Merci. Maître Guizodi-Fecteau, bravo pour la présentation. Juste pour vous dire, je suis connecté avec beaucoup de médecins en santé au travail et d'autres professionnels en santé au travail qui n'arrêtaient pas de me texter en me disant à quel point la présentation était intéressante, juste pour vous souligner, là. Pendant ce temps-là aussi, j'ai d'autres professionnels qui m'ont texté pour demander des questions, pour poser des questions directement pour toutes sortes de raisons, n'avaient pas accès au chat, dont fait que je vais commencer avec la première question, puis je vais laisser par la suite Aurel gérer le chat. C'est une question d'André Dontigny, qui est directeur de santé publique dans la région de Québec, qui posait la question qu'est-ce que vous pensez des enjeux de mutation de travail dans le contexte des changements climatiques? À quel impact doit-on s'attendre en contexte international et québécois? Écoutez, c'est une excellente question et je dois dire en toute humilité que ce n'est pas mon champ d'expertise. J'ai beaucoup de collègues qui réfléchissent à cette question-là. Alors, évidemment, c'est que on risque de voir, c'est une transformation de l'emploi. C'est une transformation des secteurs qui vont être en croissance et des secteurs qui vont prendre une importance face au changement climatique, mais aussi à des entreprises préexistantes qui vont changer.
leur façon d'organiser le travail pour faire face au changement climatique. Du moins, je pense que c'est le souhait qu'on peut avoir collectivement pour répondre aux impératifs de la transition écologique. Ceci étant dit, dans ces mutations-là, pour s'ajuster au changement climatique et s'assurer qu'on pave la voie vers une transition écologique, je pense qu'il va falloir s'assurer qu'on n'est pas en train justement de créer d'autres problèmes. Et là, je vais vous donner un exemple plusieurs personnes ont salué, par exemple, le recours au télétravail comme minimisant les gaz à effet de serre dans un contexte d'étalement urbain où les personnes n'auraient plus à faire d'importants transits pour aller travailler au bureau. C'est certes vrai, c'est certes une façon de présenter les choses, mais au moment où on se pense, si on regarde vraiment comment le droit du travail est organisé, tant en matière de prévention des risques de santé que des normes minimales d'emploi. Et je vous dirais, si on regarde même beaucoup de conventions collectives, il n'y a pas grand-chose présentement pour encadrer les risques associés au télétravail. Et les risques sont nombreux. Les risques en termes de brouillage entre la frontière du temps de travail et du temps hors travail, les risques en matière d'ergonomie, mais les risques aussi en matière de risques psychosociaux liés à l'isolement, et des enjeux de conciliation travail-famille, parce qu'on le présente souvent comme étant quelque chose de bien pour la conciliation travail-famille, mais ça peut causer aussi d'autres problèmes, comme il y a vraiment un effacement de la barrière physique. Hein. Notre travail est à la maison, notre domicile, c'est notre bureau et tout ça. Donc, moi, le message avec cet exemple-là que je veux envoyer, c'est de dire il va y avoir des transitions en termes d'organisation de travail pour faire face à ce qui se passe en termes de changement climatique. Il va falloir s'assurer et être très vigilant que pour répondre à un problème, nous ne sommes pas en train d'en créer un autre et que pour une fois, les acteurs et actrices du travail, les institutions du travail soient peut-être un peu à l'avant-garde et au lieu de réagir à des problèmes qui vont devenir endémiques, à mon avis, si on ne s'y attarde pas, qu'on essaie d'agir en amont. Alors, c'est là-dessus que je pourrais répondre. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer avec les questions dans le chat. Donc, une première question d'Angèle Bilodeau. Il me semble y avoir un écart entre le portrait que vous faites du travail non traditionnel, où notamment le temps consacré au travail s'allonge, et la représentation qui circule beaucoup à l'effet que la jeune génération a des exigences élevées en termes de conciliation de travail et vie privée. Qu'en est-il? Ensuite, il y a une autre question qui est en lien avec celle-ci que je vais vous lire tout de suite. En lien avec la question précédente, quelle est la responsabilité des télétravailleurs au niveau de la santé et sécurité? Voilà, merci. Merci beaucoup. Ce sont d'excellentes questions. Ça me permet de poursuivre ma pensée. Je n'avais pas assez de temps dans la conférence. Oui, c'est vrai, mais, et là, je ne suis pas en train de dire, et je pense que c'est important de souligner, qu'il faut revenir à une forme d'emploi où on rentre au bureau à 9 heures, on punch à 5 heures, comme on disait à une époque, où le travail est très formalisé, où il y a une subordination, une hiérarchisation importante. Je pense qu'on est effectivement en train de modifier comment le travail s'organise pour répondre aux besoins fondamentaux, je le souligne, d'autonomie professionnelle des travailleurs et des travailleuses. Et cette question d'autonomie professionnelle-là, elle est centrale. C'est vrai qu'elle est mise de l'avant beaucoup, ou disons, la plus jeune génération est plus vocale à cet égard-là, mais ça reste un besoin fondamental pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. On le sait, les gens sont plus heureux au travail quand ils ont une autonomie professionnelle plus grande, une capacité de déployer leurs compétences de façon plus complète. Ceci étant dit, je pense que la conciliation travail-famille et l'organisation du temps de travail, c'est justement un corollaire de cette autonomie professionnelle-là. Quand il faut rentrer au bureau de 9 à 5, qu'on a une pause de 15 minutes en avant-midi, en après-midi, 45 minutes pour dîner et qu'on peut à peu près pas faire d'appel, à peu près pas prendre congé, il y a des enjeux en termes d'autonomie professionnelle et ça peut créer des enjeux en termes de conciliation travail-famille. Donc, évidemment, d'avoir plus de souplesse en termes d'organisation du travail, on peut saluer ça. Ceci étant dit, il faut parce qu'il faut toujours se rappeler, et c'est moi, en tant que juriste du travail, c'est mon point de vue, le droit du travail, c'est un garde-fou pour éviter des dérapages, pour éviter que l'organisation du travail crée d'autres problèmes, engendre d'autres risques qui sont liés au travail et que justement, au nom de l'autonomie professionnelle,
au nom de la possibilité pour la personne d'organiser de façon un peu plus flexible son horaire de travail, qu'on engendre d'autres problématiques en matière de santé au travail notamment, mais pas seulement. Donc, il faut juste réfléchir à comment on organise nos garde-fous. Je pense que c'est ça le message qu'il faut envoyer. Et pour répondre à la deuxième question, il y a un important discours présentement et je trouve que ce discours-là, il y a un risque réel de responsabilité individuelle autour de notre rapport au travail, de notre usage des technologies, tout ça. Oui, certainement, sur votre utilisation personnelle de Facebook, peut-être, mais quand on réfléchit à la responsabilité individuelle en lien avec l'organisation du travail, il faut être prudent. Parce que j'entends souvent différents intervenants dire qu'il faut avoir une hygiène par rapport à l'utilisation de notre cellulaire, une hygiène par rapport à l'utilisation de notre ordinateur, certes, mais quand on réfléchit à comment le travail s'organise, si par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, l'ensemble des collègues travaillent le soir, si l'ensemble des collègues s'envoient des messages à tout moment et que le travail avance, si moi, en tant qu'individu, je décide de mettre un terme à ça, de mobiliser ma responsabilité individuelle pour créer des frontières entre le temps de travail et le temps de faire, ça risque de poser des enjeux dans la collégialité du travail et ça risque de poser des enjeux, des phénomènes outsider-insider au sein d'une équipe de travail. Et ça, il faut y réfléchir aussi. Et j'aimerais quand même souligner aussi en termes d'inégalité que ce que ça fait, c'est que les personnes qui ne sont pas capables d'être toujours branchées, par exemple, une mère monoparentale, une personne qui compose avec des limitations fonctionnelles et qui n'a pas nécessairement tous les outils à sa disposition pour travailler tout le temps et partout, bien, ça va créer nécessairement des inégalités au sein d'un collectif salarié. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne seront pas capables d'être always on, comme on dit en anglais, toujours branchés et toujours répondre aux demandes que le travail exige. Donc, il faut aussi penser aux impacts que peuvent avoir ces formes d'organisation du travail-là. Et j'insiste, l'employeur a une responsabilité ici. Ce n'est pas de dire, ben, c'est les travailleurs et les travailleuses qui s'arrangent entre eux. L'organisation du travail a une responsabilité partagée, certes, mais l'employeur a un important rôle à jouer. Donc, moi, je me méfie beaucoup du discours de responsabilité individuelle autour de ces enjeux-là. Merci. Donc, nous avons une nouvelle question de Pierre Deshaies. Pour les travailleurs dont le statut migratoire est précaire, n'y a-t-il pas dans le système actuel un débalancement structurel trop grand de dépendance à l'employeur, entraînant un déficit systémique de protection effective par le droit du travail, notamment pour la SST? Si oui, comment y remédier? Quel serait le rôle des équipes de santé au travail à cet égard à ce moment-ci? Oh là là, quelle grande question. On pourrait en discuter pendant à peu près 1 heure. Je vais essayer de faire une réponse très succincte parce que, comme je l'ai dit, les risques avec ces conférences-là, c'est qu'on arrive seulement à y aller en surface. Mais je vais essayer quand même de creuser un peu ma pensée avec vous. Il y a différents groupes de travailleurs et travailleuses à statut migratoire précaire. Ceux qui viennent par le biais d'un programme de migration temporaire où le permis de travail est lié à l'employeur, oui, il y a une question de dépendance et d'importante conditionnalité qui joue, où finalement, même si je veux quitter mon emploi, pour me retrouver un autre emploi, il faut que j'ai un nouveau permis de travail auprès d'un employeur qui a été autorisé d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Donc, évidemment, ça crée un problème de mobilité professionnelle qui crée une importante dépendance, mais non seulement ça, une importante conditionnalité, parce que le renouvellement de mon contrat, donc mon retour sur le marché du travail québécois-canadien, va beaucoup dépendre de la volonté de l'employeur de me réembaucher. Donc, oui. Donc, qu'est-ce qui, pour ce groupe de travailleurs-travailleuses-là, plusieurs choses. D'une part, de permettre leur mobilité professionnelle sur le marché du travail me semble quand même une voie de solution à explorer, d'une part. Mais d'autre part, je pense qu'il y a vraiment un rôle, quand je dis le rôle des institutions du travail, mais pas seulement, évidemment, les équipes en santé au travail, les équipes en santé publique, les associations syndicales, la CNESST, pour intervenir préventivement et proactivement, pour être présents sur les milieux de travail, pour accompagner les travailleurs et les travailleuses et les employeurs à certains égards, pour s'assurer d'une mise en œuvre conforme de leurs droits, c'est une chose. Mais je pense qu'encore une fois, et j'insiste, la question de l'accès de ces travailleurs et travailleuses-là à la résidence permanente doit aussi être explorée. Si on prend l'exemple du secteur agricole, mais il y en a d'autres, la transformation alimentaire est aussi un exemple assez patent,
il y a des pénuries chroniques de main-d'œuvre dans ces secteurs-là. Il n'y a rien qui justifie une dépendance constante aux travailleurs étrangers temporaires qui se trouvent dans une situation de précarité, qui composent avec des facteurs structuraux de vulnérabilité. Donc, il y a une réflexion à faire. Mais, et j'insiste, il y a d'autres groupes de migrants, il y a d'autres groupes de travailleurs-travailleuses qui composent avec un statut migratoire précaire. Et je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est un nouveau programme, pas nouveau, mais récent dans sa forme actuelle, de l'expérience internationale canadienne, où on a, par exemple, des jeunes qui viennent par le biais d'un permis vacances-travail. Hein? Et ces travailleurs et travailleuses-là ont un permis de travail qui est ouvert. Ils ne sont pas liés à travailler pour un seul employeur. Ils ont de la mobilité au sein du marché du travail. L'enjeu pour ces groupes de travailleurs et travailleuses-là, c'est que souvent, et on a fait des recherches sur cette question-là, ce que ça nous a révélé, c'est qu'au-delà du narratif qu'un permis vacances-travail, c'est là pour venir vivre une expérience culturelle, l'objectif pour la vaste majorité de ces jeunes-là, c'est d'obtenir un statut de résidence permanente au Québec, au Canada. Donc, évidemment, ils vont viser l'accès au programme de l'expérience québécoise pour ce faire, hein? Mais pour avoir accès au programme de l'expérience québécoise, il faut avoir travaillé à temps plein pendant un minimum de 24 mois. Bien, le permis de séjour qui vous est donné en vertu d'un permis vacances-travail, c'est 24 mois. Donc, il y a une possibilité d'être mobile sur le marché du travail, mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de jeux entre les emplois qu'on va occuper pendant les 24 mois parce que ça va priver l'accès au programme de l'expérience québécoise. Donc, il faut vraiment comprendre de façon holistique comment ces programmes-là fonctionnent. Ce n'est pas juste les conditions de travail très ponctuelles de l'emploi occupé, mais c'est de comprendre les stratégies, les schémas d'action qui sont déployés par ces personnes-là, qui ne vont pas nécessairement quitter un emploi où les conditions de travail sont mauvaises, parce que l'objectif final, c'est d'obtenir la résidence permanente via le programme d'expérience québécoise, par exemple. Il y en a d'autres. Et évidemment, à ce moment-là, vont peut-être se priver de quitter un emploi ou se plaindre de conditions de travail qui ne sont pas adéquates. Donc, c'est important de comprendre les dynamiques propres aux différents groupes de migrants-migrantes. Et encore une fois, ce à quoi on assiste présentement, c'est une diversification des programmes de mobilité internationale, une diversification des voies d'entrée des travailleurs-travailleuses à statut migratoire précaire. Et ce que ça crée, c'est qu'il faut comprendre les dynamiques particulières de ces sous-groupes-là, ce qui n'est pas une tâche aisée, ce qui est assez complexe, mais je pense que c'est là peut-être le rôle qu'on peut jouer en tant qu'acteur du travail, c'est de regarder ce qui se passe et les dynamiques particulières et d'essayer d'intervenir en ponction pour justement assurer une protection adéquate pour ces personnes-là. Merci. Donc, on va prendre une toute dernière question assez rapidement. Donc, le problème des départs, la responsabilité de formation des travailleurs d'agence devrait être régulée avant pour la SST, qui sont des personnes plus vulnérables avec un nombre élevé des nouveaux immigrants. Qu'est-ce qui limite cet encadrement par la loi? Alors, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à ça parce que dans le cadre des travaux portant sur la réforme du régime de santé et sécurité du travail, plusieurs d'entre nous ont mis de l'avant l'importance et l'urgence d'intervenir pour clarifier les responsabilités des différentes parties à l'égard des travailleurs et travailleuses d'agence. Au moment où on se parle, ce que je peux vous dire, c'est que les tribunaux, dans les dernières années, ont tenté de clarifier les responsabilités des agences et des entreprises clientes. Il n'y a rien qui empêche formellement, il n'y a rien qui prive évidemment les entreprises clientes et les agences de s'acquitter adéquatement de leurs responsabilités en matière de santé et sécurité du travail. Et la jurisprudence, donc les décisions des tribunaux à certains égards, est venue clarifier dans certains cas les rôles et les responsabilités. Il en demeure pas moins que si on regarde le texte de la loi, au moment où on se parle, il n'y a rien qui clarifie explicitement le rôle que l'agence et que l'entreprise cliente qui utilise, et j'insiste, les services de ces travailleurs et travailleuses-là, qui bénéficient du travail de ces travailleurs et travailleuses-là, il n'y a rien qui clarifie leur rôle mutuel. Donc, c'est pour ça que je vous donnais les exemples de d'autres lois dans d'autres contextes nationaux où on est venu clarifier qui est responsable de la formation. Et pas juste la formation initiale, et c'est ça qui est important pour les travailleurs et travailleuses d'agence parce qu'ils changent constamment de milieu de travail pour beaucoup d'entre eux et elles. C'est la formation initiale et après ça, c'est le suivi en entreprise. Quand on est devant une machine, quand on est devant
rendre des services de santé, par exemple, quand on a connu les particularités du milieu où on effectue notre prestation de travail, ce suivi-là doit être assuré par l'entreprise qui bénéficie du travail du personnel d'agence. Et au moment où on se parle, l'intelligibilité, à mon avis, dans la loi, n'est pas au rendez-vous pour adéquatement protéger les travailleurs et les travailleuses d'agence. Je vous remercie vraiment beaucoup, Maître Gesualdi-Fecteau. Pour la synthèse, je dirais que ce que vous avez fait ressortir, c'est l'importance du droit, de la clarification des rôles, de l'encadrement pour justement tout ce qui traite la santé et sécurité au travail. Puis on peut absolument pas faire abstraction dans nos cadres d'analyse des risques en milieu de travail. Fait que vraiment, je vous remercie vraiment beaucoup. Mais comme les activités thématiques commencent dans 3 minutes, on a vraiment dépassé beaucoup parce que c'était vraiment trop intéressant. Puis c'est un peu de ma faute, j'en suis désolé. On va donc laisser les gens prendre une pause très, très rapide. Et je vous souhaite une bonne journée de JASM à toutes et à tous. Merci beaucoup, Maître Gesualdi-Fecteau. Merci à vous. Bonne journée. Recording stopped.